question de la formation des psychanalystes, tout comme celle de la scientificité de la psychanalyse, fait débat. S'il existe un consensus qui repose sur l'articulation entre psychanalyse personnelle, supervision au contrôle et travail théorique, la place accordée à la cure du psychanalyste diffère d'une école à une autre. Aujourd'hui, pouvons-nous proposer, à partir de ce que l'histoire de l'analyse didactique nous enseigne, un modèle qui vise à unifier la formation des psychanalystes sans pour autant asphyxier le désir. Je vous propose donc de retracer le chemin historique de l'analyse didactique. D'après le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis, l'analyse didactique désigne la psychanalyse que suit celui qui se destine à l'exercice de la profession de psychanalyste et qui constitue la pièce maîtresse de sa formation. Donc pièce maîtresse dans ce dictionnaire, mais dans celui de Roudinesco et Plon, il y a un caractère obligatoire de l'analyse didactique dans la formation du psychanalyste. Si Sigmund Freud n'a pas conceptualisé l'analyse didactique en tant que telle, il est néanmoins le premier à avoir expérimenté sur lui-même l'exploration de ses manifestations inconscientes, donc de ses rêves, de ses traits d'esprit, fantasmes oedipiens. C'est ainsi qu'en 1910, dans un article intitulé « De la psychanalyse », il indique la voie pour la formation du psychanalyste. Je cite, donc il écrit « Quand on me demande comment on peut devenir psychanalyste, je réponds par l'étude de ses propres rêves. » La même année, dans les chances d'avenir de la thérapie psychanalytique, Freud recommande que les médecins qui pratiquent la psychanalyse auprès de leurs patients se prêtent à l'auto-analyse. Il indique que sans auto-analyse, les contre-transferts et complexes et résistances internes des dits médecins freinent l'avancée des cures. Il indique également que l'échec de l'auto-analyse serait un indicateur même d'une incapacité à pratiquer la psychanalyse. En 1912, dans Conseil aux médecins dans le traitement psychanalytique, Freud soutient l'école de Zurich dans la mise en place d'une analyse auprès de quelqu'un de compétent pour quiconque veut effectuer des analyses sur d'autres. Il fait référence ici donc aux travaux de Carl Gustav Jung, qui est le premier à avoir traité les élèves comme des patients. Néanmoins, dans ce texte, nous remarquons que Freud cède rapidement lorsque quelques lignes plus loin, il affirme que l'analyse restera inachevée et se poursuivra, je cite, par l'exploration analytique de sa propre personne sous la forme d'une auto-analyse. Donc il passe là de l'analyse auprès de quelqu'un de compétent à donc de nouveau cette idée d'une auto-analyse. Et il ajoute que dans son cas, étant donné qu'il est un bon rêveur et un être humain pas trop anormal, il pense que l'auto-analyse pourra suffire. Donc, celui qui souhaite devenir psychanalyste est dispensé de mener sa cure à terme. Son aptitude à conduire des cures étant déterminée par deux éléments. Le premier, donc, c'est l'analyste qui l'écoute, qui, placé en maître, décidera de son avenir clinique. Et son aptitude donc, est également conditionnée par les modifications spontanées de son moi, donc du moi du candidat. Donc le moi, celui de l'analyste qui écoute le candidat et celui du candidat lui-même, détient finalement les pleins pouvoirs. Mais comme la clinique peut réveiller, Freud indique, les revendications pulsionnelles de l'analyste, il convient de la nécessité, donc dans ce texte, il convient de la nécessité d'un retour régulier sur le divin. Il écrit « Chaque analyste devrait périodiquement, par exemple tous les 5 ans, se constituer de nouveau l'objet de l'analyse, sans avoir honte de cette démarche. Cela signifierait donc que l'analyse personnelle, elle aussi, et pas seulement l'analyse thérapeutique pratiquée sur le malade, deviendrait de tâche finie une tâche infinie. Pour l'analyste, il est exigé, je cite Lacan, d'avoir précisément traversé dans sa totalité le cycle de l'expérience analytique. Il précise « Il n'y a qu'une psychanalyse, la psychanalyse didactique, ce qui veut dire
une psychanalyse qui a bouclé cette boucle jusqu'à son terme. La boucle doit être parcourue plusieurs fois. Il n'y a en effet aucune manière de rendre compte de la Durchhaltebarkeit, de la nécessité de l'élaboration, si ce n'est à concevoir comment la boucle doit être parcourue plus d'une fois. En 1967, Lacan soulève le problème de la fin de l'analyse didactique et il propose pour y répondre le dispositif de la passe. La passe est donc une procédure de passage qui consiste pour un analysant qu'on appelle passant à exposer à des analystes qu'on appelle passeurs, qui en rendront compte à un jury. Donc, exposer les éléments de son histoire que son analyse l'a conduit à considérer comme susceptible de rendre compte de son désir de devenir analyste. Donc là, c'est une citation du dictionnaire de Rodinesco. Par ce dispositif de transmission, l'école tente de saisir le passage de la position d'analysant à celle d'analyste, qui, d'après Lacan, inscrit la fin de l'analyse dans une dialectique du désêtre et de la destitution subjective. Lacan affirme alors que l'analyste ne s'autorise que de lui-même et non d'un maître ou d'une institution. Néanmoins, la suite de l'histoire témoigne du fait que la passe est appliquée de manière aléatoire et irrégulière au sein de son école et qu'elle ne permet pas non plus d'éviter l'installation de pouvoirs hiérarchiques ou de jeux d'identification. Lacan conclut, je cite, que c'est un échec complet cette passe. Et il dissout l'EFP en 1980 face au constat qu'elle fait obstacle à la psychanalyse elle-même. Suite à cette dissolution, d'autres groupes psychanalytiques se créent, reprenant ou renonçant au dispositif de la passe. Studieux de Freud et de Lacan, Fernando de Amorim propose sa lecture de l'analyse didactique et de la passe lacanienne. Au sujet de l'analyse didactique, il écrit « Je ne partage pas l'idée d'une analyse didactique, leur analyse, car par sa nomination, l'analyse de la formation, le lecteur reconnaîtra qu'il n'est plus question, dans une telle démarche, de psychanalyse de quelque nature que ce soit. » Amorim repère les glissades utilisées par les élèves de Freud, encore de son vivant, pour faire chuter la puissance du signifiant psychanalyse. Dans cette chute, nous passons de psychanalyse à analyse et de psychanalyste à analyste. Et d'ailleurs, dans la plupart des textes que j'ai étudiés, que je vous ai présentés, il est question donc d'analyse plus que de psychanalyse. Avec l'analyse didactique, l'analyste abandonne sa cure dès son entrée en formation, parce que dans le modèle français qui est reconnu par l'IPA, la cure est un prérequis à l'entrée en formation. Donc il suffit d'avoir été en psychanalyse pour pouvoir intégrer cette formation. Après, elle peut être abandonnée. Il faut qu'elle soit là, en tout cas au départ. Dans la passe lacanienne, l'analyste abandonne sa cure au moment du passage d'analysant à analyste. C'est ce qui marque la fin de sa psychanalyse. Amorim interprète que le dispositif proposé par Lacan est en fait une théorisation de son abandon de sa psychanalyse. Et donc, j'ajoute que de l'impasse personnelle mène aux impasses institutionnelles et cliniques. C'est le retour du règne moïque. Il n'y a donc pas de psychanalystes, mais donc d'après Amorim, des analystes qui demeurent dans l'embouchure et qui entraînent avec eux ceux qui fréquentent leur divin. Donc Amorim écrit « L'analyste, par sa lâcheté à construire son désir, n'évite pas ce qu'il refuse pourtant consciemment, à savoir modeler l'analysant à son image. En le reconnaissant en tant qu'analysant, il signe son refus de laisser l'être devenir sujet. Comment un moi qui est accroché à son confort imaginaire pourra-t-il assurer une circumnavigation? Il ne peut qu'assurer des psychothérapies analytiques ou assurer des navigations côtières, l'autre nom de l'analyse. » Partant de ces constats, Amorim propose la psychanalyse sans fin pour le psychanalyste, car, je cite, « c'est cette position de castration, féminine,
indépendamment du genre, qui permettra à la psychanalyse de devenir science. La question de la formation des psychanalystes est donc liée à celle qui fait aussi débat de la scientificité de la psychanalyse. Car pour pouvoir étudier scientifiquement l'objet de la psychanalyse, le désir, il convient que la psychanalyse puisse être dégagée du moi du psychanalyste. Amorim reprend l'idée de la passe tout en y apportant des remaniements majeurs. Mise en œuvre au RPH, la passe s'organise autour de 2 dispositifs. Le premier se nomme passe interne. Il réunit les membres cliniciens de l'école autour de l'examen de la sortie de psychanalyse d'un membre de l'école. Si la sortie de cure est validée, ce dernier occupera la position de sujet et continuera sa psychanalyse durant toute sa vie clinique. Le second dispositif se nomme passe externe et réunit les membres cliniciens de l'école, ainsi qu'au moins 2 psychanalystes d'autres écoles, autour de l'examen de la sortie de psychanalyse d'un psychanalysant qui n'a pas le désir de devenir psychanalyste. Si la sortie est validée, le psychanalysant est reconnu sujet et, dans le même temps, le supposé psychanalyste est reconnu psychanalyste de cette cure-là. Les remaniements proposés par Amorim mettent les associations libres du psychanalysant, que celui-ci désire ou non devenir psychanalyste, au cœur même de l'expérience psychanalytique, car c'est à partir des associations libres du psychanalysant que les examens sont menés. Ni maître, ni copinage, ni rigidité bureaucratique. Au RPH, le psychanalyste, et je cite là le manuel clinique de psychanalyse de l'école, le psychanalyste ne s'autorise pas uniquement de lui-même ni de quelques autres, mais surtout du grand autre barré. Je vous remercie pour votre attention.